Merci d'avoir choisi RTI 1 pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. Le président de la République a quitté Abidjan pour Paris, en France. Durant son séjour, le président Ouattara aura un entretien avec son homologue français Emmanuel Macron. Il se rendra par la suite à Berlin et à Strasbourg. Et nous aurons un dossier dans ce 20h consacré aux ordures ménagères à Abidjan. Qui doit ramasser ces ordures? Pourquoi les rues sont-elles devenues le lit des ordures ménagères? Nos reporters ont interrogé l'ANASUR, l'Agence nationale de salubrité urbaine. La Banque africaine de développement apporte sa contribution pour la gestion efficace des déchets solides ménagers du bassin versant du Gourou. La BAD offre du matériel d'équipement et outils de terrain d'un coût global de 700 millions de francs CFA. Le 9 juin 1983, la Côte d'Ivoire perdait un grand artiste, Ernesto Guégué. Il a été arraché à l'affection des siens à l'âge de 35 ans. Aujourd'hui, 9 juin 2017, cela fait exactement 34 ans que le roi du Ziglibiti a quitté la scène. L'Afrique, le monde se souviennent de lui. Vous êtes les bienvenus sur RTI 1. Le président de la République a quitté Abidjan ce matin pour Paris, en France. Durant son séjour, il aura un entretien avec son homologue français, Emmanuel Macron. Le président Ouattara se rendra ensuite à Berlin pour prendre part à la conférence du G20. Et en marge de cette rencontre du G20, le chef de l'État aura des entretiens avec la chancelière allemande et de nombreuses personnalités. Enfin, le président Ouattara se rendra le mercredi 14 juin prochain à Strasbourg, où il prononcera une allocution devant le Parlement européen réuni en séance solennelle. Le vice-président ivoirien, lui, il est de retour en Côte d'Ivoire. Il est arrivé très tôt ce matin de Belgique, où il a pris part aux Journées européennes du développement au nom du chef de l'État. Les réflexions de cette 11e édition ont porté sur l'investissement dans le développement. Les GED sont des rencontres européennes consacrées à la coopération internationale et au développement. Au cours de son séjour, le vice-président Daniel Kadon-Duncan a multiplié les rencontres. Et justement, à son arrivée très tôt ce matin à Abidjan, le vice-président ivoirien s'est adressé à la presse pour faire le point de sa mission à Bruxelles. Nous l'écoutons. Nous avions été heureux et honorés de représenter le président de la République qui a été invité donc, à ces journées européennes de développement. Nous avons travaillé beaucoup avec les autorités de l'Union européenne, singulièrement avec Mme Mogherini. En fait, l'objectif global de ces rencontres avec les institutions de l'Union européenne, c'est pour faire un peu le point de la coopération avec l'Union européenne, à la fois sur les problèmes qui les intéressent et puis, bien sûr, sur ce qui nous intéresse, notamment ce qui les intéresse, les problèmes de migration. Ce sont des problèmes importants, comme vous le savez, mais ce qui nous concerne particulièrement les problèmes donc, de financement et de développement. Et ensemble aussi, nous avons parlé du grand dossier concernant le sommet. Disons que l'Union européenne, les pays de l'Union européenne, de l'Union africaine, il y a 82 pays là qui seront ici à Abidjan au mois donc, de novembre, le 29 et 30 novembre 2017. Et nous allons avoir, disons que 82 chefs d'État et de gouvernement, plus, disons que quelques milliers, on pense peut-être entre 4 000 et 5 000 personnes là qui participeront donc au sommet qui va avoir lieu ici. Donc il fallait voir un peu les modalités pratiques d'une telle rencontre. Et je dois dire qu'aussi nous avons rencontré les autorités belges, notamment le Premier ministre belge, et puis le ministre en charge du commerce extérieur, et bien sûr un certain nombre d'entreprises belges qui étaient donc à la rencontre. Il s'agissait là fondamentalement de préparer la venue de la princesse Astrid, la sœur du roi, qui va conduire une importante délégation, où il va y avoir à peu près 100 à 200 donc entreprises belges qui viendront ici en Côte d'Ivoire et vers le 22 octobre donc, de cette année. Et il fallait voir un peu la préparation de ça. Nous avons rencontré Mme Christine Lagarde, directrice générale donc, du Fonds monétaire international, et M. Gomez, qui est le secrétaire exécutif des ACP. Mais avec Mme Christine Lagarde, c'est pour voir un peu le programme avec le fonds. Globalement, ça a été des éléments très très forts de rencontres, de panels,
nombreux panels, mais aussi de vendre la Côte d'Ivoire, puisqu'on a eu un panel spécial avec les hommes d'affaires. C'était très chargé, mais nous sommes heureux de revenir ici au niveau de la Côte d'Ivoire. Et pas de répit justement pour le vice-président ivoirien. Daniel Kablan-Duncan a visité ce vendredi les sites rénovés et construits qui vont abriter dans quelques semaines seulement les 8e Jeux de la francophonie. Le vice-président veut se faire une idée de l'état d'avancement des travaux. Et à l'issue de sa tournée, il rassure la communauté francophone. Des dispositions sont prises pour offrir de beaux jeux au mois de juillet prochain. Issa Tchonayeo. Daniel Kablan-Duncan. Sur les chantiers des 8e Jeux de la francophonie, le vice-président a visité au pas de course le musée des civilisations, la bibliothèque nationale, le stade Félix Houphouët-Boigny, la salle polyvalente, le stade Vélodrome, l'espace Canal au Bois et le village des Jeux. Ce déplacement vise à faire le point de l'avancée des travaux à moins de 45 jours de ces Jeux. Le stade Félix Houphouët-Boigny est déjà prêt. Au niveau des Trècheville, l'essentiel est fait. En fait, partout, ça avance très très bien. Et mon sentiment actuel, c'est que ces différentes infrastructures seront prêtes pour les Jeux, conformément aux instructions du président de la République, à faire des efforts énormes pour des infrastructures de qualité qui vont servir par la suite. Disons que même pour, pour la CAN 2021, même pour d'autres compétitions donc internationales. Sur le plan sécuritaire, il rassure l'ensemble de la communauté francophone. On a discuté avec le ministre Mambé et avec le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Nous allons avoir une réunion dès le retour du Premier ministre sur ces différents dossiers et l'aspect sécurité est totalement pris en compte. Le ministre Robert Beugri-Mambé, pour sa part, indique que rien n'est négligé dans la finition des travaux. Tant que les Jeux n'ont pas commencé, je suis obligé, avec toute l'équipe que le président m'a confiée, de veiller au grain. Tout est fini. Si la communauté internationale nous demande des petits détails à corriger, on est obligé de corriger parce que la Côte d'Ivoire veut remplir toutes ses fonctions. Abidjan sera la capitale du monde francophone du 21 au 30 juillet prochain. En attendant ces Jeux, un groupe de députés s'engage pour le pardon entre les Ivoiriens et la réconciliation nationale. Il crée donc l'Alliance du 3 avril. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, ces députés ont fait une déclaration et elle a été lue par le député de Fresco, Alain Lobognon, président de l'Alliance du 3 avril. Le reportage de Gabriel Zani. Ils forment depuis le 3 avril, date de l'ouverture de la session parlementaire 2017, un pôle de députés dénommé l'Alliance du 3 avril. Leur intention est de participer au retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire. Dès aujourd'hui, l'Alliance du 3 avril se met en mission et demeurera saisie du dossier du pardon et de la réconciliation inter-ivoirien tant que la nécessité s'en fera sentir. À cet effet, les députés membres de l'Alliance du 3 avril iront à la rencontre des partis politiques, des leaders d'opinion, religieux et chefs traditionnels, ainsi que des Ivoiriens pour préparer le lit du retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire. L'Alliance du 3 avril revendique une trentaine de députés. Elle procédera dans les jours à venir à la signature d'une charte dite « Charte du pardon et de la réconciliation » qui, selon les membres, constituera la feuille de route du mouvement. Je le disais dans les titres, la Banque africaine de développement apporte sa contribution pour la gestion efficace des déchets solides ménagers du bassin versant du Gourou. La BAD offre donc du matériel d'équipement et outils de terrain d'un coût global de 700 millions de francs CFA. Chantal Eouma Akanda nous en dit plus. Si le problème d'inondation du carrefour de l'Indénié est désormais un souvenir, il reste que la présence des déchets solides ménagers constitue une préoccupation. Le projet de gestion intégrée du bassin versant du Gourou est une réponse à ce problème. Pour une meilleure gestion de la collecte de ces déchets, la Banque africaine de développement, BAD, apporte son appui institutionnel en matériel. Valeur, plus de 705 millions de francs CFA. L'engagement de la Banque africaine a continué à appuyer la Côte d'Ivoire dans la gestion des secteurs aussi importants que l'assainissement, l'environnement et le développement durable, afin d'assurer une meilleure cadre de collaboration des populations. Et la Banque sera à vos côtés pour que vive la coopération de la Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement. Le gouvernement salue l'initiative. C'est une avancée notable qu'il faut saluer et je voudrais particulièrement transmettre le remerciement du président de la République, son Excellence M. Hassan Ouattara,
et du Premier ministre et chef du gouvernement, M. Amadou Gon Coulibaly, à la Banque africaine de développement pour l'appui apporté à la Côte d'Ivoire. Et je voudrais donc rassurer les Ivoiriens et leur dire que pour faire face à cette insalubrité généralisée et à la problématique de la gestion des déchets solides ménagers et assimilés de notre capital économique, le gouvernement a décidé de déléguer le service public de propreté et non plus le service public de collecte. Nous parlerons désormais de service public de propreté de l'ensemble du district autonome d'Abidjan à des opérateurs compétents et expérimentés. Tracteurs, tricycles, coffres à ordures, poubelles, fourches, pelles, brouettes sont entre autres les outils de terrain qui doivent servir pour améliorer le travail des précollecteurs. Je sais que dans les heures qui viennent, il y aura 0 ordures dans le bassin. Nous comptons aussi sur les précollecteurs pour vraiment assainir le bassin. Lorsque nous-mêmes nous allons, que nous travaillons, les gens continuent de salir. Alors, Madame le ministre, avec l'ANASUR, nous ont toujours éduqués dans ce sens de dire à la population, vous avez souvent entendu, que chacun balaie devant sa porte. La seconde phase de ce projet prévoit d'anticiper et de traiter toutes les questions liées à l'assainissement, au drainage et à la gestion des déchets solides sur le bassin du Gourou, sur une période de 20 ans. Et justement, notre dossier de ce 20h est consacré aux ordures ménagères à Abidjan. Quand les rues deviennent le lit des ordures ménagères, les populations s'interrogent. Qui doit ramasser ces ordures? Quel est l'impact sur la santé? Et surtout, comment restaurer l'image de la perle des lagunes? Nos reporters ont interrogé l'Agence nationale de salubrité urbaine et l'ANASUR sonne l'heure de la répression pour restaurer l'hygiène dans nos rues. Frédéric Olaï, Franck-Ouadio. Abidjan. Plusieurs communes sillonnées. De Yopougon à Cocody, en passant par Abobo, Adjamé et Koumassi, un constat. Les ordures présentes dans les rues et dans bien d'autres sites publics. J'ai demandé, mais il dit, pourquoi dans ces temps-ci, il y a des ordures qui sont là? Parce que ça rend malade, ça donne fièvre typhoïde. Donc, il y a une fille qui passait avec les ordures, elle venait déposer. Donc, je lui ai demandé, ma chérie, pourquoi c'est maintenant ici, vous venez déposer les ordures? Elle m'a dit non, qu'elle déposait dans le quartier avant. Mais on leur a dit de ne plus déposer ça dans le quartier. Donc, c'est ce qui fait qu'elle vienne mettre ça ici. Cocody, cité résidentielle, un important tas d'ordures à ce carrefour. Pas facile, même pour cette structure privée de ramassage, d'en venir à bout. Ici, la tâche en amont est réalisée par les précollecteurs jugés indisciplinés. Nous, c'est pas de notre faute. Nous, chaque jour que Dieu fait, on est là. C'est les précollecteurs. Quand nous on traite, après, ils viennent, ils reversent. Même tout à l'heure, si on quitte ici, ils vont dire 18h, 19h, passer pour constater. Vous allez voir, ils vont venir verser. À Yopougon, comme à Cocody Engré 8e tranche, des images évocatrices. L'insalubrité, une situation dénoncée par les riverains. Les véhicules de ramassage d'ordures venaient régulièrement, mais depuis, ils ne viennent plus. Les ordures sont là, on ne comprend pas. La question de la salubrité dans le district d'Abidjan, une des priorités du gouvernement ivoirien. À cet effet, plusieurs opérations pour rendre les communes propres sont menées, notamment le ramassage nocturne et l'opération grand ménage, ce qui n'occulte pas l'implication des collectivités. L'ANASUR, Agence nationale de la salubrité urbaine, l'entité du ministère de la salubrité, de l'environnement et du développement durable chargée de rendre nos villes propres, situe les responsabilités. Les entreprises de ramassage d'ordures qui exercent dans le secteur sont forcément des entreprises qui contractent avec le ministère de la salubrité, de l'environnement et du développement durable via l'ANASUR. Les opérateurs de collecte sont retenus et prestent donc dans le secteur. La journée, il y a beaucoup de trafic. On sait également que ces camions ne sont pas sans nuisances, notamment des nuisances olfactives et tout ça. Donc c'est autant de facteurs qui font que le travail de jour n'est pas très productif et nous encourageons fortement donc le travail de nuit. Pour la directrice de l'ANASUR, la clé au problème demeure
la sensibilisation. On fait beaucoup de campagnes de sensibilisation dans les marchés, dans les gares routières. Nous sommes tous confrontés à l'incivisme des populations. Face à cela, on est en train de penser fortement aussi à la répression. Parce que vous allez dans des pays comme le Ghana à côté, mais on ne s'allie pas au Ghana. Pourquoi? Parce que dès qu'on jette un papier, on sait qu'on va être réprimé d'une manière ou d'une autre. Les populations exhortées donc à rendre leur cadre de vie propre, mais également à ne pas déverser leurs ordures dans les sites publics, notamment les rues et grands carrefours. Sarah Ouattara appelle les populations à un comportement citoyen. Selon elle, la phase répressive s'appliquera bientôt aux personnes et entreprises qui ne respecteront pas les mesures liées à la propreté de notre environnement. Voilà, attention donc à l'insalubrité, mais aussi à l'abus de la cigarette. Pour notre santé donc, la campagne Zéro fumeur dans le milieu des communicateurs est lancée. C'est une initiative de la conférence des médias contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie. Elle a le soutien, c'est-à-dire cette conférence a le soutien du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans ce combat contre le tabagisme au niveau des hommes des médias. Fidèle Aigné, Franck Quadio. Robert Conan a la trentaine aujourd'hui. Il travaille dans une entreprise privée. Il y a 4 ans, il a été diagnostiqué d'un cancer de la vessie, un mal dû à son addiction au tabac. Moi, j'ai commencé à fumer très tôt, entre 13 et 14 ans par là. Et j'ai arrêté à la cigarette en 2013 et 2014. En 2012, en tout cas, j'ai commencé à constater des saignements. Au niveau de mes urines, au niveau de mes selles, bon, quand je pars dans les toilettes, en tout cas, ça saigne. Et j'ai été à l'hôpital. Et à mon premier rendez-vous, il m'a posé d'abord une question. Tu es fumeur? Et je lui ai dit oui. Il dit, ah, si tu fumes, à partir d'aujourd'hui, arrête de fumer. Parce que c'est ce qui est en train de te tuer. Le tabac est l'une des principales causes de décès, de maladies et d'appauvrissement. De source médicale, un cancer sur 3 est lié à la consommation du tabac. Le premier cancer reste le cancer pulmonaire. Et à côté de ce cancer pulmonaire, d'autres organes peuvent être touchés, notamment la vessie. Le tabac, lorsqu'il survient chez des sujets qui sont diabétiques, est un facteur d'aggravation des complications liées au diabète. Et le tabac reste encore un facteur de risque cardiovasculaire. Aujourd'hui, guéri de son mal, Robert veut être une voix qui dénonce les méfaits de la cigarette. Si j'ai quelque chose à dire à la jeunesse d'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas encore fumé, ne fumez pas. Ceux qui fument, arrêtez. Le tabagisme fait rage dans le monde. Selon les Nations Unies, 7 millions de personnes perdent la vie chaque année, dont 6 millions de fumeurs et 890 000 non-fumeurs. La conférence des médias contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie en Côte d'Ivoire, en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, entend éradiquer ce fléau du milieu de la communication et faire des communicateurs des modèles et des plumes dans la lutte anti-tabac. Pour pouvoir mieux sensibiliser, il faut que toi-même tu prouves aux gens qu'à la réalité, ce qui détruit n'est pas bon. Donc c'est pour ça que nous avons ciblé les communicateurs. Qui nous permettent d'avoir, à travers leurs outils de travail, des plages pour faire passer le message à la jeunesse qui est vulnérable à tout effet de mode, qui pense que fumer, c'est mettre une cigarette dans ses 2 doigts, alors que c'est se tuer à grand feu. Le tabac tue la moitié des consommateurs. Selon l'OMS, une personne meurt toutes les 6 secondes du fait de ce fléau et la moitié des consommateurs du tabac mourront d'une maladie liée au tabac. Attention donc au tabac, il tue. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural est retourné à Niéki sur les sites des bananeraies sinistrés en 2014 pour se convaincre de la bonne utilisation des ressources mobilisées pour sortir la filière des eaux. 13 milliards ont été mobilisés. Ces ressources ont permis de restaurer les 1300 hectares sinistrés et préserver les 2000 emplois menacés. Noël Nyagno. Au nom du président de la République et du chef du gouvernement,
rassurer les employés de toute la filière pour dire que vous devez rester serein. Le gouvernement fera en sorte qu'aucun emploi ne soit remis en cause. Cette déclaration date de 2014, le 12 juillet pour être plus précis. Mamadou Sangafoua Coulibaly, alors ministre de l'Agriculture, faisait ainsi écho de la volonté du gouvernement de redonner vie à la filière banane-dessert, sinistrée par les pluies diluviennes du 28, 29 et 30 juin 2014, avec à la clé une perte de plus de 1300 hectares de plantations causée par les inondations, soit environ 25% des surfaces totales de bananes et la menace de 2000 emplois directs. 3 ans après, le ministre a pris des galons. Il est désormais ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Mais qu'en est-il de ces plantations et des emplois menacés? Ce jeudi 8 juin 2017, Sangafoua Coulibaly est retourné sur les terres de Abiati, dans la commune de Songon, mesurer l'impact des actes posés par le gouvernement, juger sur pièce ce qu'il en a été des financements obtenus auprès des partenaires au développement, mais également des appuis de l'État de Côte d'Ivoire. Premier fait observé, l'eau, la menace, est désormais contenue. Il y a 2 digues. Il y a une digue intérieure et une digue extérieure. La digue extérieure a été rehaussée avec de la terre, selon les endroits entre 15 et 60 cm. Et on a mis des sacs de protection, des talus, pour éviter qu'avec l'érosion, la rehausse qu'on a fait disparaisse. De plus, le gouvernement a tenu parole. Nous avons pu préserver près de 12 000 emplois sur l'ensemble de la filière banane, du fait de la réhabilitation des investissements qui s'en sont suivis. On a aussi amélioré les conditions de vie et de travail des exploitants, alors que leurs emplois étaient menacés. Vous voyez, non seulement les emplois ont été préservés, les conditions de vie et de travail ont été améliorées. Nous avons évalué les investissements à près de 13 milliards de francs CFA. À ces actions, il faut associer le remboursement de plus de 2 milliards de TVA dus par l'État. Avec l'appui de l'Union européenne, des avenants ont été signés dans le cadre du programme baptisé « Mesures d'accompagnement de 2012 au programme Banane ». Il y a donc eu 3 avenants validés assez rapidement puisqu'en septembre, ils ont été opérationnels. Vu les dégâts laissés par les inondations, certaines améliorations des outils de production ont été transformées en réhabilitation de la plantation, y compris sécurisation des digues et augmentation des capacités de pompage des excédents d'eau. La durée de mise en œuvre a été réduite à 24 mois, ce qui démontre l'intérêt d'un retour rapide à une plantation performante. Comme on le voit, la filière banane a sorti la tête de l'eau, mais des efforts sont à faire pour réduire les écarts de compétitivité. Les barrières douanières de 75 € tonne qui sont amenées peut-être à disparaître en 2020 suite à la pression des Américains sur les négociations au commerce mondial, ce qui entraînerait une perte de compétitivité de près de 15% de la filière banane en Côte d'Ivoire notamment, et ça serait dramatique. Et là, je sais que le gouvernement a pris à bras le corps de soutenir cette proposition. Une autre proposition qui a été faite, et que je remercie encore Monsieur le ministre de l'avoir entendu, c'est de reconduire les MAB. Et puis le troisième point, c'est effectivement l'exonération de la taxe de la TVA sur les entreprises qui exportent. Le secteur banane-dessert représente 5% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, avec 8 360 salariés et 5 650 hectares exploités. Le ministère des Eaux et Forêts lance la campagne de reboisement. Le ministère veut restaurer le couvert forestier ivoirien. Son objectif, atteindre 16 millions d'hectares de forêt avec l'appui de partenaires privés. Des initiatives sont encouragées, notamment le reboisement participatif. Plus d'explications avec Franck Quadio. Un décor bien clairsemé. Vue du ciel, la forêt ivoirienne, 16 millions d'hectares il y a plusieurs années, est particulièrement dépouillée aujourd'hui. Le constat est même fait par l'autorité de tutelle. Nous ne sommes plus qu'à peu près autour de 2 millions d'hectares de forêt, alors que nous en avions 16 millions. Quand vous calculez l'écart, vous vous rendez compte de l'immensité de la dégradation forestière. Et nous allons engager des stratégies pour d'abord chercher à arrêter la déforestation. Ou encore stabiliser et conserver ce qui reste. C'est que la forêt ivoirienne a été durement agressée par l'action humaine, orpaillage clandestin, urbanisation galopante et autres feux de brousse. Conséquence,
un taux de déforestation allant de 5 à 10%. Pour atteindre un spectre de couverture acceptable, disons 20%, il faut à la Côte d'Ivoire un peu plus de 6 millions d'hectares de forêt, la couverture actuelle étant de 2 millions d'hectares. Ça veut dire que nous avons un gap d'un peu plus de 4 millions d'hectares à très court terme. Donc quand on parle de programme de reboisement, c'est justement ce gap-là qu'il va falloir reconstituer très rapidement. Et c'est ce gap qui a fait l'objet d'un plan que nous avons élaboré et que nous devions donc dérouler à partir de maintenant à raison de 10 000 hectares peut-être d'ici 2020. Mais déjà dès 2025, si les ressources sont vraiment disponibles, c'est de passer à au moins 35 000 hectares, ce qui va nous permettre peut-être à l'horizon de 10-20 ans de reconstituer, de rattraper les 4 millions d'hectares pour que la Côte d'Ivoire redevienne, comme on le dit, un pays forestier. Et pour que cela se matérialise, le partenariat privé est sollicité. Dans la forêt classée d'Anguédédou, sortie nord d'Abidjan, une séance de planting d'arbres. Volonté d'une entreprise de téléphonie mobile de contribuer au renouvellement du paysage forestier. Un partenariat qui se traduit par la réalisation de reboisements dans 6 forêts classées de Côte d'Ivoire. Nous sommes condamnés à restaurer notre patrimoine forestier parce que beaucoup de paramètres dépendent de cela. L'économie générale, vous savez, l'agriculture, notamment le binôme café-cacao, c'est le pilier de l'économie ivoirienne. Un plan de reboisement pour 2017 salué par le ministre des Ressources animales et halieutiques Kobena Kwasi Adjoumani et la représentante du ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. L'effort citoyen exigé pour raviver le parc de verdure qui a tant fait la fierté de la Côte d'Ivoire. En sport, athlétisme, 4e étape de la Diamond League 2017, finale du 100 mètres féminin disputée à Rome, en Italie. La sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou a fini sa course à la 2e place à 2 secondes 3 tièces derrière la championne du monde du 200 mètres, la néerlandaise Daphne Schippers. En France, nous sommes à J-2 des élections législatives. Aujourd'hui, c'est le dernier jour des campagnes pour tous les candidats. Le scrutin aura lieu ce dimanche. Les derniers sondages semblent donner un boulevard aux troupes d'Emmanuel Macron. Le 9 juin 1983, la Côte d'Ivoire perdait un grand artiste, Ernesto Guégué. Il a été arraché à l'affection des siens très tôt, à l'âge de 35 ans. Aujourd'hui, 9 juin 2017, cela fait exactement 34 ans que le roi du Ziglibiti a quitté la scène. Guégué Blé-Loué Ernest, dit Ernesto Guégué, avait un style musical, un style vestimentaire et scénique. Récit de Franck Quadio. « 9 juin 1983, Ernesto Guégué s'éteignait à l'âge de 36 ans. La Côte d'Ivoire musicale et artistique venait de perdre une de ses plus belles voix. 34 ans après, les souvenirs restent encore vivaces dans les esprits. La base de son succès, c'est qu'il voulait que son pays ait sa propre musique, pendant que, en ce temps-là, on disait la musique ivoirienne, la musique ivoirienne. Et il a créé. Et tout le monde était d'accord qu'on peut créer la vraie et réelle musique ivoirienne. Il ne nous appartenait plus. Mais en même temps, on luttait pour qu'il nous appartienne, mais malheureusement, on était entre 2 personnes. Et ce dernier, il était tout pour nous, puisque c'est lui qui conduisait non seulement la famille, mais en plus de cela, qui conduisait aussi la culture de notre région, d'Aloa. Précurseur du Ziglibiti, rythme tiré du terroir bété, précisément de Taïragoué et d'Aloa, Ernesto Guégué, ou encore le Nuatré national pour les besoins de l'art, a marqué plus d'un mélomane avec sa musique. En fait, c'était un duo très intéressant. Et Guégué, est-ce que c'est ton avis que le duo était intéressant? Oui. Si j'étais à la télé, un duo comme ça, je l'enregistre et puis je le vends aux autres pays qui ont la télé. Mais c'est vrai. Hein? Mais pourquoi à la télé seulement? Non, c'est très... C'est très bon. Ah ouais? Nous, on n'est pas commerçant, on va enregistrer ça, on va prêter ça au pays. Mais frère. moi, j'ai dit d'enregistrer ça pour moi là-bas. Je vais vendre. Et comme les génies ne meurent jamais, Baïs Pinto,
un de ses illustres compagnons l'immortalise à travers une chanson. Ça, c'était hommage à Ernesto Djedje. En 13 ans de carrière seulement, Ernesto Djedje a laissé plus d'une dizaine d'œuvres à la postérité. Sa famille envisage de lui rendre un grand hommage l'année prochaine à travers des festivités. Voilà Ziboté, Anissé, autant de titres à succès du roi du Ziglibiti qu'on n'oubliera jamais. Ce reportage a été réalisé pour vous par Franck Quadio et Issa Chona Yeo. Fin de ce 20h, vous l'avez compris. Merci à vous tous de votre aimable attention.